Chaque carré révélait des images en temps réel, des conversations dans des bureaux, des véhicules suspects circulant près des bâtiments stratégiques, et même des réunions privées tenues par certains ministres. Ce n'était pas un rêve. C'était un nouveau système. Et cet homme, c'était le capitaine Ibrahim Traoré. Quelques mois auparavant, tout avait commencé par une délégation chinoise discrète. Pas d'annonce officielle, pas de photos dans les médias, juste un rendez-vous secret dans un centre de commandement souterrain aménagé dans l'ancien bunker d'un ancien régime. Traoré les avait reçus avec prudence. Mais ce qu'ils avaient apporté changeait tout, une puce. Petite, presque invisible, mais capable d'implanter un réseau de surveillance autonome et crypté dans tout le territoire burkinabé. Les Chinois ne parlaient pas d'espionnage. Ils parlaient de sécurité, de souveraineté numérique, d'anticipation des coups d'État. Mais Traoré savait, un tel cadeau n'était jamais gratuit. Le programme s'appelait « Projet Yeux du Sahel ». Une fois activé, il permettait à son utilisateur d'identifier, localiser et écouter toute activité jugée suspecte à partir de micro-implantes installés dans les équipements électroniques clés du pays. Téléphone, caméras de surveillance, antennes relais. Le tout via un logiciel invisible développé par une branche ultra-secrète d'une société liée à Huawei. L'idée paraissait sortie d'un film de science-fiction, mais elle était désormais burkinabé. Au sein même de son gouvernement, certains membres n'étaient pas au courant. Seuls 3 hommes étaient dans la confidence, le commandant Sow, chef du renseignement intérieur, le colonel Douamba, responsable des infrastructures critiques, et un mystérieux conseiller chinois nommé Lin Wei, officiellement envoyé par Pékin pour renforcer la coopération économique. Ce dernier ne s'exprimait presque jamais. Mais dans les coulisses, il était le cerveau technique du réseau. Au départ, l'idée était simple, neutraliser les tentatives d'infiltration de puissances étrangères. Depuis que Traoré avait affirmé sa volonté de rompre avec la France-Afrique, les menaces se multipliaient. Certains généraux avaient été approchés. Des ONG servant de couvert à des opérations d'écoute avaient été repérés. Un journaliste français avait même été surpris avec un micro dissimulé dans une bouteille d'eau lors d'une conférence. Traoré savait que l'Occident ne lui pardonnerait pas d'avoir brisé les chaînes. Il n'attendait plus leur attaque. Il l'anticipait. Mais rapidement, le système devint plus qu'un outil de défense. Il devint une obsession. Chaque nuit, le capitaine descendait dans le centre de contrôle et passait en revue les flux. Il écoutait ses alliés. Il vérifiait la loyauté de ses propres hommes. Il identifiait les signaux faibles, les regards fuyants, les doubles discours. Il comprit que le pouvoir n'était pas seulement une question d'armes ou d'idéologie. C'était une question d'information. Et cette puce, ce réseau, cette technologie, c'était son bouclier invisible. Un soir, une alerte rouge apparut sur l'écran. Un mot-clé déclencha le signal, livraison, frontière, colonel Douamba. Immédiatement, les caméras intégrées aux lampadaires d'une route à l'est du pays se connectèrent. On y voyait un convoi non répertorié. 2 véhicules blindés, escortés par des motos. À bord, une caisse métallique. Et dans l'un des véhicules, le colonel Douamba lui-même, pourtant censé être à Ouagadougou. Traoré se figea. Il lança une analyse faciale instantanée. Confirmation, c'était bien lui. Il activa l'écoute. Une voix, celle de Douamba, disait « Ce que les Chinois ne savent pas, c'est que cette puce peut aussi être copiée. Et nos partenaires de l'Ouest ont offert un bon prix. Ce soir, c'est le début de leur retour. » Traoré sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'un de ses 3 hommes de confiance venait de le trahir. Il ne réagit pas immédiatement. Il laissa la vidéo tourner. Il observa les visages, écouta chaque mot. Douamba parlait à un homme cagoulé, avec un accent qu'il connaissait bien, un ancien agent français en exil. Traoré comprit que ce système, aussi avancé soit-il, ne pouvait pas éteindre une trahison humaine. Mais il offrait un avantage décisif, l'élément de surprise. À 4 heures, il donna l'ordre. Le convoi fut intercepté par une unité d'élite formée en Russie. Pas de fusillade. Pas d'émeute. Juste une opération chirurgicale. Le colonel fut capturé. La caisse, récupérée. À l'intérieur, non pas une copie de la puce, mais un module destiné à inverser le système, à le transformer en cheval de Troie. Si ce module avait été connecté, tout le réseau serait devenu une passoire. Traoré convoqua Lin Wei. Le Chinois resta impassible. « Je vous avais dit qu'il y aurait un prix », murmura-t-il.
Mais le capitaine ne répondit pas. Il regardait l'écran où s'affichait désormais une nouvelle fonction, neutralisation prédictive. Grâce à l'intelligence artificielle du système, il pouvait maintenant anticiper les comportements suspects avant même qu'ils ne deviennent une menace. C'était vertigineux. Mais alors que l'aube se levait sur Ouagadougou, une pensée s'imposa à lui. Et si, en installant cette puce du pouvoir, il venait d'entrer dans une autre prison, plus technologique, plus invisible que toutes les précédentes? Car si la Chine contrôlait l'outil, qui contrôlait encore le capitaine? Le vent soufflait fort ce soir-là sur les hauteurs de Koudougou. À une centaine de kilomètres de la capitale, un ancien poste militaire colonial avait été transformé en laboratoire souterrain par le Bureau stratégique national, un organe que même la plupart des ministres ignoraient. C'est là que le module volé par le colonel Douamba avait été amené. Traoré voulait comprendre. Il voulait savoir comment cet outil, conçu pour protéger la souveraineté de son peuple, avait failli être retourné contre lui. Et surtout, qui, derrière Douamba, tirait réellement les ficelles. Les techniciens chinois, sous la supervision de Lin Wei, étaient formels. Le module ne venait pas de Chine. Il avait été modifié en Afrique du Sud, dans un centre lié à une ONG de recherche en cybersécurité financée par une fondation américaine. Il était capable de créer une boucle dans le système, renvoyant toutes les données vers un serveur externe basé, à Paris. Le piège était parfait. L'arme qu'il avait reçue comme bouclier allait devenir un œil sur sa propre tête. Et cette fois, il ne s'agissait pas simplement d'une tentative de coup d'État. C'était une opération de colonisation numérique. Traoré resta silencieux, mais à l'intérieur, un feu brûlait. Il convoqua dans la nuit une réunion restreinte dans une salle sécurisée du palais. Autour de lui, seulement 4 personnes. Lin Wei, Sow, un jeune spécialiste burkinabé en cryptographie nommé Adama Koné, et la capitaine Yara Traoré, commandante de l'unité cyberdéfense. Sur la table, les schémas du réseau, les flux de données, et les premiers noms suspects. Yara prit la parole. Président, selon les derniers relevés, des signaux parasites émis depuis l'ambassade d'un pays européen coïncidant avec les pics d'activité du module intercepté. Il y a de fortes chances qu'un relais ait été installé depuis des mois. Sow ajouta d'une voix grave. Nous avons identifié un diplomate qui n'a rien d'un diplomate. Il est lié à l'ancienne direction générale de la sécurité extérieure française. Traoré se leva, regarda les plans, puis déclara froidement, on ne va pas le convoquer. On va l'écouter. S'il est venu avec une mission, il ne parlera qu'à ses supérieurs. Je veux savoir jusqu'où ça monte. Lin Wei acquiesça lentement. Il proposa une solution radicale. Utiliser le module détourné comme appât. Le reconnecter volontairement, mais en inversant le flux pour piéger ceux qui penseraient le contrôler. Une opération risquée, mais brillante. Traoré accepta. La manœuvre fut lancée dans le plus grand secret. Le faux module fut placé dans un ordinateur d'apparence anodine, utilisé pour envoyer des rapports vers les ambassades étrangères. En arrière-plan, un code dormait, prêt à s'activer au premier contact. Et le piège fonctionna. 3 jours plus tard, une tentative de connexion étrangère fut détectée. Origine, Washington. Une connexion relais à travers un centre de données à Rabat, puis une redirection vers un satellite militaire au-dessus de l'Afrique de l'Ouest. Le fichier envoyé contenait un virus à double action, lecture de données et commande à distance des puces du réseau. C'était une attaque coordonnée. Mais cette fois, le Burkina avait l'avantage. Adama Koné, jeune mais redoutablement intelligent, réussit à tracer le chemin inverse du code jusqu'à sa source. Ce qu'il découvrit fut glaçant. Une cellule de commandement conjointe regroupant des agents français, américains et burkinabés exilés. Tous regroupés sous une opération nommée Projet Reset Sahel. Leur objectif? Renverser Traoré en exposant une dictature numérique soi-disant orchestrée avec la Chine, et placer un gouvernement de transition favorable à l'Occident. Le récit était prêt, les agents infiltrés, les médias mobilisables à la seconde. Il ne manquait qu'une seule chose, l'élément déclencheur. Mais Traoré retourna la situation. Il convoqua une conférence secrète avec quelques chefs d'État africains triés sur le volet, du Mali, du Niger, de Guinée, du Tchad, et discrètement, un représentant du gouvernement algérien. Il leur montra tout, le module, les tentatives d'intrusion, les plans d'asservissement numérique. Certains étaient choqués, d'autres silencieux, mais tous comprirent. Ce qui arrivait au Burkina n'était qu'un prélude. Le président malien, Assimi Goïta, déclara d'un ton grave, «
nous devons faire front. S'ils réussissent ici, ils recommenceront ailleurs. Et Traoré répondit, alors faisons plus qu'un front. Construisons un réseau. Pas seulement de résistance militaire, mais de souveraineté numérique. De retour à Ouagadougou, une autre réunion se tint. Plus discrète, plus sensible. Y assistaient Linway, Yara, Adama, et 2 représentants russes en civil, arrivés par un vol non répertorié via Istanbul. Traoré expliqua son projet, créer un cloud africain décentralisé, sécurisé par un code hybride sino-burkinabé, et protégé par un partenariat technologique russo-africain. Ce réseau devait permettre de partager les informations sensibles entre pays du Sahel, tout en échappant aux plateformes occidentales. Il appela cela « Projet Moringa », un nom symbolique. Une plante africaine, résistante, aux vertus médicinales puissantes. Mais alors même que les plans prenaient forme, une menace inattendue surgit. L'un des serveurs secondaires du système de surveillance fut piraté, de l'intérieur. Quelqu'un, au sein même de l'unité technique, avait donné ses accès. L'ennemi était plus proche qu'il ne le pensait. Et il n'était peut-être plus seulement humain. Les données volées ne concernaient pas que des cibles politiques. Elles incluaient désormais les coordonnées de caches militaires, de bases stratégiques et de la localisation de Traoré lui-même. La guerre avait changé de forme. Ce n'était plus une guerre de drones ou de balles. C'était une guerre d'algorithmes. Et dans cette nouvelle bataille, Traoré n'était plus un simple chef militaire. Il était devenu le gardien d'un pouvoir invisible, convoité par des empires en chute libre et des puissances montantes. Et à mesure que les lignes se brouillaient entre alliés et ennemis, une question se posait de plus en plus. Jusqu'où devait-il aller pour garder le contrôle? Et à quel prix? Dans l'obscurité d'une pièce enterrée à 7 mètres sous terre, un silence de mort régnait. Seuls les cliquetis réguliers des claviers brisaient l'atmosphère tendue. Le visage de Traoré était fermé, concentré, presque figé. Les rapports venaient de tomber, l'agent infiltré avait été identifié. Il s'agissait de Bilal Zongo, un technicien du ministère de l'Innovation, recruté par les Américains il y a 3 ans alors qu'il était en stage à Nairobi. Il avait vendu l'accès au serveur pour une promesse d'asile et un virement en crypto-monnaie. Pire encore, il avait implanté une autre micropuce dans l'un des serveurs secondaires. Une sorte de bombe numérique à retardement. Traoré ne cria pas. Il ne bougea même pas. Il fixa longuement l'écran, puis murmura « Ils veulent notre silence. On va leur donner du bruit. » 1 heure plus tard, dans un studio improvisé du palais, il enregistra une déclaration non prévue, une adresse directe au peuple burkinabé, mais aussi aux peuples africains. Il expliqua calmement, sans nommer de pays, qu'une guerre invisible était en cours. Contenté d'arracher au continent ses moyens de souveraineté sous couvert de démocratie et de coopération. Et qu'il avait fait le choix de résister. L'effet fut immédiat. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. En quelques heures, le message fut repris à Bamako, Conakry, Niamey, et même à Johannesburg. On parlait d'un « renversement du paradigme ». Mais pendant ce temps, dans l'ombre, l'étau se resserrait. À Washington, un comité d'urgence s'était réuni au sein du National Security Council. L'ambassadrice américaine au Burkina fut rappelée pour « consultation ». En France, une cellule spéciale de l'Élysée proposa de couper discrètement les flux financiers vers le pays, en collusion avec la BCEAO. À Bruxelles, on évoqua de futures sanctions pour « atteinte à la liberté numérique ». Mais Traoré avait anticipé. Grâce à son alliance tripartite, la Chine pour la technologie, la Russie pour la dissuasion militaire et l'Afrique pour la solidarité, il lança un contre-projet appelé CIRA, Système intégré de résilience africaine. Il s'agissait d'une toile numérique propre, distribuée, hébergée dans des serveurs itinérants protégés par des unités mobiles. Mais alors que tout semblait se mettre en place, une rumeur commença à se répandre dans les rues de Ouagadougou. Une voix anonyme, enregistrée et diffusée dans des groupes Telegram, affirmait que Traoré lui-même portait une puce implantée par les Chinois. Qu'il était contrôlé à distance, transformé en marionnette. La rumeur prit comme un feu de brousse. Des figures politiques opposantes, bien que discréditées, en profitèrent pour attiser le doute. Et l'un d'eux, un ancien ministre connu pour ses liens avec l'Occident, organisa une conférence clandestine à Bobo Dioulasso, appelant les officiers supérieurs à désobéir à un président captif. Traoré comprit alors que la guerre ne se gagnerait pas seulement par la technologie. Il convoqua le Haut Conseil de l'armée.
Une réunion décisive, où chaque général devait jurer fidélité non pas à un homme, mais à une idée, l'indépendance. Il parla sans lire de notes. De Sankara. De Lumumba. De Kadhafi. De tout ce que l'Afrique avait perdu à cause de la naïveté de ses élites. Il termina par ces mots. La puce qu'ils cherchent à nous implanter n'est pas dans notre nuque. Elle est dans notre esprit. Tant que nous doutons de notre propre valeur, ils auront une prise sur nous. Le discours fut suivi d'un silence lourd. Puis un à un, les généraux se levèrent. Point levé. Le serment fut prêté. Mais le danger ne reculait pas. Il devenait simplement plus rusé. Dans les jours qui suivirent, des cyberattaques massives frappèrent plusieurs infrastructures stratégiques. Centrales électriques, réseaux télécoms, même le système de contrôle aérien. Un chaos orchestré. Mais Sira tint bon. Adama Koné et la capitaine Yara, grâce à un système de redondance distribué, réussirent à maintenir l'essentiel. Mais l'économie fut secouée. Les banques virent leurs accès bloqués temporairement. L'angoisse monta dans les marchés. Traoré, calmement, activa le plan C, le pacte des terres rares. En secret, il avait signé avec la Chine et la Russie un accord garantissant des livraisons prioritaires de lithium, manganèse et cobalt, en échange d'un fonds de stabilisation d'urgence. L'annonce publique de ce pacte provoqua une onde de choc. À Bruxelles, la Commission européenne dénonça une « trahison géopolitique ». À Paris, le Quai d'Orsay parla des « alliances toxiques ». À Washington, un sénateur cria au Congrès « l'Afrique nous échappe ». Mais sur le terrain, au Burkina, un peuple se tenait debout. Une jeunesse connectée, consciente, vigilante. Des femmes dans les marchés, des enseignants, des soldats, des ingénieurs, tous commençaient à comprendre. Ce n'était pas une simple guerre entre pays. C'était une guerre entre un monde qui voulait rester maître, et un autre qui voulait enfin se tenir seul. Dans un dernier mouvement stratégique, Traoré ordonna le déplacement temporaire du centre nerveux du projet Sira dans un bunker mobile. Ce bunker, blindé, autonome, situé quelque part entre Kaya et Dori, devait servir de cœur numérique du Sahel. Une sentinelle dans le désert. Et autour de lui, en cercle concentrique, des jeunes formés à la cybersécurité, devenus soldats d'un nouveau genre. Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, une nouvelle incroyable fut révélée par les services de renseignement russes. Une opération d'enlèvement du président Traoré avait été planifiée depuis Accra, sous couverture diplomatique. L'ordre venait d'un think tank privé lié à un ancien président occidental. L'opération avait échoué grâce à une alerte envoyée depuis Pékin. Traoré s'assit, seul, dans son bureau. Il pensa à tout ce qui venait de se jouer en quelques semaines. À cette guerre qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il n'avait pas le droit de fuir. Il regarda le plan numérique du projet Sira se déployer sur son écran. Il sourit. Pas de joie. De détermination. Puis il dicta cette phrase qu'on graverait plus tard au siège du projet, en lettres rouges. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout voir. C'est de savoir que l'on peut être vu, et rester fidèle à sa mission.